Quel pavant, celui-là. Il se prend pour qui, sérieusement? Les paroles, acérées comme du verre pilé, fendirent l'air frais du matin aux abords du commissariat de Valençol. L'homme à la chemise en soie d'un blanc éclatant ne broncha pas, son regard inébranlable. S'ensuivit une poussée, puis une seconde, et enfin un poing percuta sa mâchoire, projetant sa tête de côté. Une perle de sang chuta sur la soie immaculée, tel un coquelicot solitaire sur un champ de neige. Tandis que les policiers ricanaient, le torse bombé par une puissance arrogante, l'homme ramena lentement son visage vers eux, un sourire d'un calme effroyable dessiné sur ses lèvres. Quel mystère dissimulait ce sourire? Et comment un unique coup de poing devant un poste de police pouvait-il faire vaciller tout un système gangrené? Regardez-vous cette scène depuis votre lieu de travail, votre salon, ou durant votre pause déjeuner? Peu importe où vous êtes, songez à vous abonner et à activer les notifications, car le récit qui va suivre est une leçon magistrale sur le pouvoir, les préjugés et une justice qui se déguste glaciale. Le soleil matinal étirait des ombres longues et nettes sur les marches du commissariat de Valençol, une imposante bâtisse ancienne dont les murs de pierre semblaient suinter le désenchantement. C'était un endroit qui avait été le témoin de tout sans jamais rien ressentir. Mais ce jour-là, il s'apprêtait à assister à un événement inédit. Se tenant avec une sérénité déconcertante au pied des marches, se trouvait un homme qui détonnait complètement dans le paysage. Approchant la quarantaine, grand, à l'allure irréprochable. Une chemise en soie blanche, rehaussée d'un délicat motif floral noir, était impeccablement glissée dans un pantalon en laine peignée gris fusain, à la coupe parfaite. Ses souliers, d'un noir profond, étaient si brillants qu'ils reflétaient le trottoir usé avec une netteté presque insolente. Une veste de costume légère reposait sur son avant-bras, il ne portait aucune serviette, aucun indice de sa profession. Il se contentait de rester là, à contempler le commissariat avec une expression insondable, une statue de confiance sereine au cœur de la quiétude villageoise. Ce que les trois fonctionnaires de police, sortant pour leur pause café au bistrot du coin, ignoraient totalement, c'est que cet homme, Stéphane Dubois, n'était nullement égaré. Il n'était ni un avocat guettant un client, ni un notable venu se plaindre d'un tapage. Il était un observateur minutieux de la psyché humaine. Et à cet instant précis, il cartographiait le territoire de son nouveau commandement. Arrivé dans la région 72 heures plus tôt, il était le nouveau directeur départemental de la sécurité publique, missionné par le ministère pour mener une réforme de fond. Sa prise de fonction officielle était prévue dans moins d'une heure. Mais Stéphane était convaincu que pour dompter une bête sauvage, il fallait d'abord les pieds dans son milieu naturel, sans la perturber. Et le commissariat de Valençol, connu dans toute la région pour son nombre record de plaintes et sa culture rétrograde, constituait l'épicentre de l'écosystème qu'il se devait de comprendre. L'agent Lucas Martin fut le premier à l'apercevoir. Martin, 38 ans, avait la carrure d'un déménageur et un visage buriné qui semblait avoir collectionné les mauvais coups. 15 années de service avaient aigri son sens du devoir en un sentiment de droit brutal et méprisant. Pour lui, la vie était binaire, il y avait les policiers, et les autres, ceux qu'il fallait mater. Stéphane Dubois, avec son élégance vestimentaire et sa prestance assurée, représentait une anomalie flagrante dans l'univers de Martin. Quel crâneur, celui-là, grommela Martin à l'adresse de ses collègues, les agents Léo Bernard et Hugo Lefebvre. Il se prend pour qui, sérieusement? Bernard, plus jeune et avide d'approbation, gloussa comme convenu. Sûrement un de ces Parisiens qui produit du rap et qui a paumé un de ses poulains. Il pense que la place du village est à lui. Lefebvre, le novice du groupe, garda le silence, une étincelle d'inquiétude dans le regard. Il était entré à l'école de police avec des convictions. Martin les démolissait, jour après jour. Le trio dévia sa course, telle une meute de prédateurs convergeant vers ce qu'ils jugeaient être une proie facile. Leurs semelles crissèrent sur le sol avec une lourdeur délibérée, un son calculé pour impressionner. Stéphane Dubois, cependant, ne montra aucun signe de nervosité. Il ne baissa pas les yeux, ne se tassa pas sur lui-même. Il fit face à leur approche avec un regard constant et direct, dénué de peur comme d'agressivité. C'était le regard d'une évaluation pure, presque clinique, et profondément déstabilisante. Pour un individu comme Lucas Martin, être jaugé par un homme comme Stéphane Dubois était une provocation insupportable. Le but n'était pas de risquer une humiliation, l'humiliation était le but. Martin voyait un homme de couleur portant des habits valant sans doute plus que son crédit immobilier, planté devant son lieu de travail, et le fixant comme s'il était un père.
Ce mélange de jalousie sociale et de racisme primaire était sur le point de détonner. Y a un souci? Siffla Martin, s'immobilisant à un pas de Stéphane. Sa voix était un grondement menaçant, celui qu'il adoptait juste avant l'affrontement physique. T'as quelque chose à regarder? Stéphane demeura silencieux, son flegme formant un contraste saisissant avec la tension palpable de Martin. Il continua simplement de soutenir son regard. Ce que Martin et sa clique ne pouvaient imaginer, c'est que ce silence n'était pas un aveu de faiblesse. C'était un instrument de diagnostic. Stéphane décodait le non-dit, analysait les expressions fugaces, sondait l'énergie toxique qui émanait d'eux. Il collectait des informations, et ces informations lui confirmaient que la gangrène qui rongeait le commissariat de Valençol était plus virulente encore que ce que les rapports laissaient entendre. Il ne s'agissait pas de quelques pommes pourries. C'était un système. Au moment où Martin fit un pas de plus, violant son espace intime, Stéphane comprit que sa première journée de service avait de facto commencé. Il n'était plus en observation. Il était devenu l'épreuve elle-même. L'atmosphère s'alourdit, électrique, saturée d'une violence imminente. L'agent Martin se pencha davantage, son haleine chargée d'effluves de café rassis et de dédain. « Je t'ai posé une question, petit », lança-t-il, choisissant ce terme avec une intention dégradante. « T'es bouché ou juste limité ?» Dans son dos, Bernard pouffa de rire et dégaina son smartphone, flairant une scène de choix à partager sur une boucle de messagerie privée. L'agent Lefebvre transféra son poids d'un pied à l'autre, son regard oscillant entre le visage impassible de Stéphane et la nuque congestionnée de Martin. Il savait que la situation était inacceptable, en totale contradiction avec le code de déontologie. Mais la pression du groupe, la peur d'être ostracisé, était une chape de plomb. Stéphane Dubois brisa enfin le silence. Sa voix était posée, articulée, et totalement exempte de la crainte qu'ils escomptaient. « J'étais en train d'admirer l'architecture », déclara-t-il, son intonation parfaitement égale. Cette réponse, simple et cérébrale, parut rendre Martin fou de rage. C'était la réplique d'un autre univers, celui du détachement intellectuel, pas celui de la confrontation primaire qu'il cherchait à provoquer. C'était un coup d'échec dans un combat de rue. L'architecture? Le mima Martin d'une voix de fausset. T'as entendu ça, Léo? Monsieur le Précieux est un critique d'art. Il se tourna vers Bernard. À ton avis, il critique quoi? Les barreaux? Il vient peut-être en repérage pour son futur logement. Les rires qui suivirent furent gras et sonores. Ce que les agents ne perçurent pas, ce fut le scintillement dans le regard de Stéphane. Pas de la peur. De la concentration. Il enregistrait leurs traits, leur numéro de matricule, la tonalité précise de leur voix. Il assemblait un dossier dans son esprit. Pièce par pièce, avec une minutie implacable. Ici, c'est pas la Côte d'Azur, reprit Martin, sa voix redevenant un grondement sourd. Les gens de ton espèce, ça ne rôde pas près d'un commissariat, sauf pour chercher des noix ou parce qu'ils en ont déjà. Alors, on choisit quelle option? C'est alors que l'agression verbale se mua en violence physique. D'un geste sec et brutal, Martin bouscula violemment Stéphane à la poitrine. Un geste maîtrisé, destiné à déséquilibrer, à priver la victime de sa posture et de sa dignité. Mais Stéphane s'y attendait. Des années d'entraînement en technique d'intervention avaient fait de son corps un outil de précision. Il encaissa le choc, ses pieds rivés au sol. Il n'oscilla même pas. Cette absence totale de réaction fut l'affront ultime à la démonstration de force de Martin. Un rejet silencieux et absolu de son autorité. Fou de rage, Martin le poussa une seconde fois, plus violemment encore. « Tu te la joues gros dur » gronda-t-il, son visage à quelques centimètres à peine de celui de Stéphane. « Tu penses que ta chemise de bourgeois te donne des droits ?» La soie de la chemise de Stéphane se plissa sous la poigne de Martin. L'espace d'un instant, un sourire quasi imperceptible se dessina sur les lèvres de Stéphane. Ce que Martin et ses deux spectateurs ne pouvaient deviner, c'est que Stéphane Dubois avait fait face à des narcotrafiquants surarmés et avait dialogué avec des tueurs psychopathes. Il avait traversé des mutineries de prisonniers et avait soutenu le regard d'hommes qui n'avaient plus rien à perdre. Le cirque menaçant d'un simple tyran de province était pour lui un spectacle pathétique et prévisible. Il n'était pas la victime de ce scénario. Il était le chimiste observant une réaction en chaîne inéluctable.
C'est la dernière fois que je te le demande, décline ton identité et le motif de ta présence, intima Martin, son autorité désormais en jeu. Sinon, je t'embarque pour vagabondage et obstruction. C'était l'accusation fourre-tout par excellence, un levier de pouvoir pour soumettre et faire disparaître les indésirables. Bernard, son téléphone toujours actif, imaginait déjà la légende de sa vidéo. Mais Stéphane Dubois connaissait le droit sur le bout des doigts. Il savait être sur la voie publique, en ne commettant aucune infraction. Il savait que leurs agissements relevaient du harcèlement et de l'agression caractérisée. Et il savait que plus ils s'enfonçaient, plus leur chute serait vertigineuse. Il laissa le silence planer encore quelques secondes, laissant leurs actes illicites s'imprégner dans la lumière crue du matin, sous les yeux du monde. Puis, au moment où Martin allait passer à l'étape supérieure, Stéphane regarda au-delà de lui, une nouvelle lueur dans les yeux. La pièce allait accueillir de nouveaux spectateurs. La scène commençait à capter l'attention. Une résidente promenant son caniche s'était figée de l'autre côté de la place, la main glissant instinctivement vers la poche contenant son téléphone. Un maçon, sur un chantier voisin, avait interrompu son travail et s'était accoudé à une barrière pour observer. À l'intérieur, derrière les vitres fumées, le sergent Jean Dupont, un vieux de la vieille, avait levé les yeux de sa paperasse, le front plissé. Il n'entendait rien, mais le langage corporel était sans équivoque. Il avait vu Martin s'adonner à ce genre d'abus de pouvoir des dizaines de fois. Cela démarrait toujours ainsi, et se terminait rarement bien. Mais cette fois-ci, l'atmosphère était différente. L'homme que Martin provoquait ne se soumettait pas. Il ne protestait pas. Il se tenait là, tel un récif face à la tempête, un îlot de calme surnaturel. Ce calme fut l'ultime détonateur pour le tempérament de Martin. Il l'interpréta comme de l'insolence, un mépris intolérable pour l'uniforme et celui qui le portait. Dans sa tête, il avait offert à cet homme toutes les occasions de plier, de montrer la crainte qui lui était due. Son absence était une insulte personnelle qui exigeait une réponse violente. « Tu te crois au-dessus de la loi ?» hurla Martin, sa voix se cassant sous l'effet de la rage. Il n'avait plus que faire des prétextes, d'une quelconque justification légale. L'affaire était devenue personnelle. Il allait faire disparaître ce sourire calme et suffisant de son visage. Sans un mot de plus, il arma son bras droit. L'agent Lefebvre vit le geste se préparer. Une fraction de seconde, il songea à s'interposer. Une voix dans sa tête cria « Arrête-le !» C'est la ligne rouge. Mais la peur le paralysa, lâche face à la fureur de Martin et à la loi du silence du corps. Le coup partit, fulgurant. Martin y projeta tout son poids. Un crochet sauvage, comme on en voit dans les rixes, visant la mâchoire de Stéphane. Le bruit, un craquement mat et sinistre, sembla suspendre le temps l'espace d'un instant. La tête de Stéphane pivota violemment sous l'impact. Les quelques badauds eurent un hoquet collectif. La femme au caniche filmait désormais ostensiblement, le bras tendu. Bernard, toujours derrière son objectif, lâcha un « ou » de satisfaction, comme devant un but en finale de coupe. Il fit un zoom sur le visage de Stéphane, s'attendant à le voir s'écrouler. Mais il ne tomba pas. Stéphane recula d'un demi-pas, son corps absorbant l'onde de choc. Lentement, avec une maîtrise stupéfiante, il porta une main à sa bouche, ses longs doigts effleurant sa lèvre ouverte. Il contempla le sang sur ses doigts avec une sorte d'intérêt détaché. Puis une unique goutte écarlate tomba de sa lèvre sur la soie blanche de sa chemise, s'épanouissant comme une pivoine de violence, petite et parfaite. Ce qu'il ne pouvait percevoir, c'est le basculement qui venait de s'opérer dans l'esprit de Stéphane Dubois. Le temps de l'observation était révolu. La phase de diagnostic était achevée. L'intervention chirurgicale allait commencer. Il ramena son visage face à Martin. Le mouvement fut lent, d'une précision effrayante. Le calme était toujours là, mais sa nature avait changé. Il n'était plus passif. Il était prédateur. Un mince sourire glaçant étirait ses lèvres. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ses yeux étaient devenus des morceaux de quartz, animés d'un feu froid qui força même Martin à un recul instinctif. La foule, les smartphones, ses collègues, tout disparut. À cet instant, l'équilibre des forces sur ce trottoir venait de basculer de manière irréversible. Ils croyaient avoir agressé un kidam. Ils ignoraient avoir frappé en plein visage leur propre juge, leur propre jury, leur propre bourreau,
et lui avoir ce faisant servi sur un plateau toutes les preuves dont il aurait jamais besoin. Le spectacle ne faisait que commencer, mais les rôles d'acteurs et de spectateurs allaient être brutalement inversés. La vision du sang, qui aurait dû apaiser Martin, sembla au contraire l'exciter davantage. L'homme tenait toujours debout. Et il souriait. C'était illogique. Le déroulé habituel de ce genre de confrontation était bafoué, et Martin réagit avec son seul mécanisme de défense, l'escalade, pour tenter de justifier son acte. Voilà ce qui arrive quand on fait de la résistance. Clama-t-il, la voix un peu trop forte, un peu trop sur la défensive. C'était un mensonge flagrant, et tous les témoins le savaient. Et maintenant, t'es en état d'arrestation. Sur quelle base légale, agent ? Demanda Stéphane, sa voix d'une régularité déconcertante malgré sa lèvre qui enflait. La question, si directe et techniquement juste, désarçonna de nouveau Martin. Violence sur agent de la force publique, lança-t-il. Une accusation aussi absurde que désespérée. T'as résisté. Et t'as essayé de me frapper. Bernard, en parfait second, enchaîna aussitôt, c'est vrai, je l'ai vu. Il a levé la main sur toi, Lucas. Lefebvre resta muet, le teint cireux. Il était désormais complice d'agression et de faux en écriture publique. Le gouffre s'agrandissait à chaque seconde. Parfait, à terre, maintenant. Ordonna Martin, sa main se dirigeant vers ses menottes. Mais avant, il lui fallait plus. Il devait trouver quelque chose sur cet homme. Une arme, de la drogue, n'importe quoi qui légitimerait sa violence. On va voir ce que cache monsieur le grand seigneur, grogna-t-il. Sans le moindre fondement juridique, Martin et Bernard entamèrent une fouille brutale et illégale sur la personne de Stéphane. Ils le projetèrent contre le mur en pierre du commissariat, le choc lui faisant vibrer les dents. Martin effectua une palpation sommaire le long de ses jambes et de sa taille, tandis que Bernard explorait ses poches et la veste posée sur son bras. Ils espéraient découvrir une arme, des stupéfiants, un élément qui conforterait leurs préjugés d'un homme noir aux vêtements chics forcément liés à la criminalité. Ce qu'ils trouvèrent ne fit que les rendre plus perplexes et furieux. De la poche de son pantalon, Bernard extirpa un portefeuille en cuir, fin et de grande marque. Il l'ouvrit avec une hâte non dissimulée, s'attendant à y trouver de faux papiers ou un casier judiciaire long comme le bras. À la place, il découvrit une carte bancaire haut de gamme, un permis de conduire indiquant une adresse cossue dans une autre région, et plus de 1000 € en coupure de sang. Tiens, regarde-moi tout ce fric, railla Bernard. Ça doit bien marcher, les affaires. Le sarcasme était palpable. Martin, de son côté, fouillait la poche intérieure de la veste. Ses doigts se refermèrent sur un objet dur et métallique. Un sourire de triomphe illumina son visage. Trouvé, chuchota-t-il. Il sortit l'objet. C'était un étui en cuir contenant une plaque de police, lourde et ouvragée, et une carte professionnelle. Alors comme ça, on joue aux flics ? Exulta Martin, la brandissant comme un trophée. Usurpation de fonction, on rajoute ça au dossier. Leur certitude raciste était si profondément ancrée qu'ils étaient incapables d'analyser l'information qui leur était présentée. La plaque était celle d'un haut gradé de la police nationale, et la carte identifiait sans ambiguïté son porteur comme un commissaire décoré. Mais pour Martin et Bernard, ce n'était qu'une preuve de plus que cet homme était un imposteur, endossant un costume bien trop grand pour lui. Ils ne pouvaient envisager une seule seconde une réalité dans laquelle cet homme serait leur supérieur, ou même un collègue. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette plaque était celle de l'ancien poste de Stéphane, un souvenir du service qu'il venait de quitter, où il était considéré comme un héros et un réformateur. Il n'avait pas encore reçu sa nouvelle carte de directeur départemental. Tandis que Martin agitait la plaque devant son visage, Stéphane se contentait de l'observer, l'expression neutre. Il leur avait laissé toutes les portes de sortie pour désamorcer la situation, pour ne pas franchir le point de non-retour. Ils avaient préféré y plonger tête la première, guidés par leur haine et leur ignorance. Ils avaient trouvé les preuves qu'ils cherchaient, mais chaque pièce à conviction était un nouveau clou planté dans leur propre cercueil. Le jugement sommaire sur le trottoir était terminé. Le procès en bonne et due forme allait pouvoir commencer. Une étrange quiétude envahit Stéphane Dubois. La douleur dans sa mâchoire n'était plus qu'un écho lointain, aisément maîtrisable. Sa concentration était totale. Il avait vu ce qu'il devait voir. Il avait ressenti ce qu'il devait ressentir.
Il était temps de reprendre le contrôle du récit. Agent, dit-il, sa voix tranchant net avec les fanfaronnades de Martin. Je vous intime l'ordre de cesser. Vous contrevenez actuellement aux dispositions de l'article 53 et suivant du Code de procédure pénale relatif aux perquisitions et saisies illégales. Qui plus est, votre accusation d'usurpation de fonction est fantaisiste, et votre procès-verbal mensonger, un crime passible de la cour d'assises, est filmé par une dizaine de citoyens et, je n'en doute pas, par les caméras de ce commissariat. Cette avalanche de termes juridiques précis frappa les trois policiers comme une gifle. Ce n'était pas la supplique d'une victime, ni le jargon approximatif d'un quidam. C'était le langage froid et autoritaire de quelqu'un qui non seulement maîtrisait les règles, mais les avait probablement édictées. L'air suffisant de Martin s'effrita, laissant place à un éclair de confusion. « Qu'est-ce que tu racontes » bredouilla-t-il, totalement décontenancé. « Je dis, reprit Stéphane, en détachant chaque syllabe avec une clarté glaçante, que vous êtes en train d'engager la responsabilité de l'État pour plusieurs millions d'euros, et de vous assurer une fin de carrière, si ce n'est un séjour en prison. Je vous recommande de reposer ma carte professionnelle dans ma veste et d'attendre l'arrivée d'un officier supérieur. » À l'intérieur, le sergent Dupont suivait la scène sur son moniteur de surveillance, de plus en plus horrifié. Il avait vu le coup de poing, la fouille illégale, et Martin brandissant la plaque. Il n'entendait pas les paroles, mais il lisait l'attitude de l'homme. Il voyait son absence totale de panique, sa façon de s'adresser à Martin, non pas comme un subalterne, mais comme une figure d'autorité immense. Dupont avait 30 ans de maison. Il avait un flair infaillible pour sentir les situations qui allaient dégénérer de façon spectaculaire. Ses tripes lui hurlaient que ce n'était pas une interpellation banale. Cet homme était différent. Cet homme est dangereux, pensa Dupont. Pas physiquement, mais institutionnellement. Il avait l'allure de ces hommes qui peuvent briser des carrières d'un simple rapport. Dupont se jeta sur le téléphone pour prévenir le capitaine du commissariat, mais avant même de composer le numéro, il la vit se diriger d'un pas rapide vers la sortie. Le capitaine Valérie Moreau. Une femme de tête, la quarantaine, respectée pour sa droiture et son aversion pour les têtes brûlées comme Martin. Dupont la vit sur l'écran pousser les lourdes portes vitrées, un sourire d'accueil professionnel aux lèvres. Il savait qu'elle allait au-devant du nouveau directeur départemental, dont la première visite officielle était annoncée pour 9 heures précises. Il était maintenant 8h58. Une sueur froide perla dans le dos de Dupont alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. L'effroyable, l'impensable vérité se fit jour dans son esprit. La nausée le prit. Oh non. Pas ça. Pas eux. Dehors, Martin était abasourdi, réduit au silence par les paroles de Stéphane. La mention des articles de loi avait instillé le doute, une brèche infime dans sa cuirasse d'arrogance. Mais son orgueil l'empêchait de battre en retraite, surtout devant témoins. Tu peux me sortir tous tes articles de loi, mon grand, plastronna-t-il pour sauver la face. Ça ne t'empêchera pas d'aller au trot. C'est à cet instant précis qu'il entendit derrière lui une voix féminine, nette et sans appel. Une voix que chaque policier du commissariat de Valençol connaissait et craignait. Agent Martin, qu'est-ce que c'est que ce cirque, au nom du ciel ? Le capitaine Moreau était là, et le rideau allait tomber sur l'acte final de leur carrière. Le capitaine Valérie Moreau se tenait sur le perron du commissariat, son regard balayant la scène d'un coup d'œil expert qui n'omettait aucun détail. Elle vit Martin et Bernard maintenant un homme contre le mur. Elle vit Lefebvre, livide, en retrait. Elle vit le petit attroupement de curieux, leurs smartphones brandis comme des flambeaux de l'ère numérique. Elle vit la tache de sang sur la chemise de soie blanche. Et elle vit la plaque de police qui oscillait au bout des doigts de Martin. Son sourire professionnel s'était évaporé, cédant la place à un masque de fureur glaciale et maîtrisée. Depuis des semaines, tout le service était en état d'alerte, se préparant à l'arrivée du nouveau directeur, Stéphane Dubois, un homme précédé d'une réputation de faire de réformateur intransigeant sur la procédure. Moreau avait sermonné ses troupes, les exhortant à une conduite irréprochable. Elle avait orchestré l'accueil de ce matin avec une rigueur militaire, dans le but de présenter le commissariat de Valençol comme une unité exemplaire. Au lieu de cela, elle se retrouvait au cœur de son pire cauchemar. Ce n'était pas juste un manque de professionnalisme. C'était une catastrophe médiatique, un procès assuré, et une humiliation personnelle cuisante, tout à la fois. Je vous ai posé une question, Martin, insista-t-elle, sa voix dangereusement basse.
Faites-moi votre rapport. Immédiatement. Martin, surpris par son arrivée, se réfugia instinctivement dans son rôle de subordonné. Il tenta d'afficher une certaine assurance, mais sa voix le trahit. Mon capitaine, nous gérons une situation. Cet individu rôdait de manière suspecte, il est devenu agressif lors du contrôle. Nous le soupçonnons d'usurper la fonction de policier. Il m'a agressé, nous procédions à son interpellation. Chaque phrase était un mensonge. Et l'instinct de Moreau, forgé par 20 ans de métier, le lui hurlait. Son regard passa du visage empourpré de Martin à celui de l'homme plaqué contre le mur. Elle le dévisagea. Il était blessé, mais son regard était clair, vif et d'une franchise absolue. Il soutint son regard sans la moindre trace de peur ou de supplique. Il dégageait une autorité naturelle. Même dans cette posture, il émanait de lui une aura de commandement profondément dérangeante. Ses yeux se posèrent ensuite sur la plaque tenue par Martin. Une plaque de commissaire divisionnaire, richement ouvragée. Elle reconnut l'emblème d'une direction départementale voisine. Son cerveau se mit à fonctionner à plein régime, tentant d'assembler les pièces de ce puzzle absurde. « Il vous a agressé » répéta-t-elle, les yeux rivés sur Martin, comme pour y lire la vérité. « Je vois un homme avec la lèvre ouverte. Je ne vois pas la moindre égratignure sur vous. » Il s'est débattu, mon capitaine, ajouta Bernard pour soutenir son partenaire. La situation était confuse. Le regard assassin de Moreau le cloua sur place. Elle reporta son attention sur Stéphane. Elle ignorait toujours son identité, mais elle avait l'intime conviction qu'il n'était pas celui que Martin décrivait. « Monsieur, dit-elle, sont-on passant de l'inquisition au professionnalisme? Je suis le capitaine Moreau, responsable de ce commissariat. Pourriez-vous me donner votre nom et m'expliquer ce qui s'est passé ?» Ce changement de ton fut perçu par tous. En s'adressant à Stéphane avec respect, elle invalidait de fait la version de ses propres hommes. Le visage de Martin se contracta de colère et d'un sentiment de trahison. La foule se fit plus attentive, pressentant le tournant dramatique. C'était l'instant que Stéphane attendait. Il avait laissé le désordre s'installer pour révéler la nécrose au cœur de la culture du commissariat. Maintenant, en présence de l'officier responsable, il était temps de rétablir l'ordre. Il se redressa doucement, un mouvement que Martin et Bernard, désormais trop sidérés, n'osèrent empêcher. Il fixa le capitaine Moreau droit dans les yeux. Il fit abstraction des hommes qui l'avaient agressé, comme s'ils n'étaient que de simples éléments du décor. Sa voix, lorsqu'il parla, ne fut pas celle d'une victime. Ce fut la voix d'un chef s'adressant à un subalterne. « Capitaine Moreau, dit-il, son ton solennel et vibrant d'autorité. Je suis ravi de faire enfin votre connaissance, même si j'avoue que votre comité d'accueil est un peu plus musclé que je ne l'imaginais. » Il fit une pause, laissant ses mots infuser. « Je suis Stéphane Dubois, votre nouveau directeur départemental. Je crois que nous avions rendez-vous à 9 heures. Il semblerait que je sois légèrement en avance. » Silence. Un silence de mort s'abattit sur la place. Si dense qu'il semblait absorber tous les sons du village. Le maçon cessa de mâcher son sandwich. La femme au caniche abaissa son téléphone, bouche bée. Le nom, Stéphane Dubois, directeur départemental, flotta dans l'air. Une vérité inconcevable, qui venait de remodeler l'univers. Pendant un long moment, personne ne bougea. Le temps semblait s'être suspendu. Le visage du capitaine Moreau fut traversé par une succession d'émotions, la perplexité, l'incrédulité, la réalisation soudaine, et enfin, une horreur absolue. Son sang se figea dans ses veines. L'homme qu'elle s'était préparé pendant un mois à recevoir. L'homme qui tenait entre ses mains le destin de sa carrière et de son service, se tenait là, le visage en sang, sa chemise de luxe souillée, après avoir été molesté par ses propres subordonnés, sur le seuil de son propre commissariat. Son accueil méticuleusement préparé, les uniformes impeccables, le rapport de présentation, tout cela venait d'être réduit à une farce macabre. Mais la métamorphose la plus saisissante fut celle des 3 agents. Hugo Lefebvre semblait sur le point de s'évanouir. Son corps entier était pris de tremblements, et son visage devint d'une pâleur cadavérique. Il vit sa carrière, son avenir, sa liberté, s'envoler en fumée devant ses yeux. La mâchoire de Léo Bernard pendait littéralement. Le téléphone dans sa main, l'instrument de sa raillerie,
lui parut soudain aussi lourd qu'un bloc de plomb. La vidéo qu'il était si fier de partager était devenue la pièce à conviction d'un crime, une atteinte aux droits fondamentaux du plus haut représentant de la loi dans la région. Et puis, il y eut Lucas Martin. Le sang reflua si complètement de son visage qu'il prit l'apparence d'un masque de cire. Le rictus arrogant, l'assurance brutale, le sentiment de toute-puissance, tout se désintégra en une fraction de seconde, remplacé par une terreur pure, viscérale. Son cerveau refusait d'admettre la réalité. C'était impossible. Une ruse, un coup de bluff. Mais un seul regard vers le visage décomposé du capitaine Moreau lui confirma que le cauchemar était bien réel. Il regarda sa propre main, celle qui avait frappé son nouveau patron. Elle lui parut étrangère, un membre félon qui venait de signer sa condamnation. La plaque qu'il tenait toujours, celle dont il s'était moqué, lui sembla soudain peser une tonne. Il n'avait pas seulement agressé un citoyen. Il avait agressé le symbole vivant de l'autorité qu'il était censé incarner. Monsieur le directeur, parvint enfin à articuler Moreau, sa voix n'étant plus qu'un souffle. Stéphane acquiesça d'un signe de tête grave. C'est bien cela, capitaine. Puis il tourna la tête, lentement, inexorablement, jusqu'à ce que son regard de glace se fixe sur Martin. Agent, dit-il, et le mot était chargé d'une nouvelle autorité terrifiante. Vous tenez mon ancienne plaque et ma carte professionnelle. Je vous invite à les examiner de plus près. Et cette fois, à les lire. Les mains de Martin tremblaient si fort qu'il peinait à tenir l'étui. Il l'ouvrit, ses yeux parcourant la carte qu'il avait balayée d'un revers de main. Commissaire divisionnaire Stéphane Dubois, Inspection générale de la police nationale. Il eut le souffle coupé. Ce n'était pas juste un flic. C'était le flic des flics. Un homme dont la carrière avait été consacrée à éradiquer la corruption et les abus de pouvoir. Lui et ses amis n'avaient pas seulement choisi la mauvaise personne à provoquer. Ils avaient choisi la personne la plus dangereuse pour eux dans tout le pays. C'était comme si une souris avait défié un cobra. Le silence fut finalement brisé par le bruit sec de la plaque et de l'étui qui glissèrent des doigts gourds de Martin pour s'écraser sur le béton. C'était le son de 3 carrières et de 3 vies se fracassant en 1000 morceaux. Au moment où la plaque toucha le sol, l'attitude de Stéphane Dubois se transforma. La victime calme et observatrice s'effaça pour laisser place au directeur départemental. Sa voix, jusqu'alors posée et mesurée, explosa avec une autorité absolue, sans appel. Une voix habituée à diriger des interventions complexes et à commander des centaines d'hommes. Capitaine Moreau. Lança-t-il, et elle sursauta comme si elle avait reçu une décharge électrique. Gelez cette scène de crime. Immédiatement. Je veux un périmètre de sécurité d'un bloc. Personne n'entre, personne ne sort, sans mon autorisation expresse. Moreau, bien que secouée, était une professionnelle. Elle réagit au quart de tour. Bien, mon directeur. Elle pivota, le visage durci par la colère, et pointa un doigt tremblant vers les badauds. Vous tous, avec les téléphones, vous restez ici. Vous êtes des témoins capitaux. Sergent Dupont. Cria-t-elle en direction de l'entrée. Venez ici. Appelez l'IGPN. Dites-leur que le directeur déclenche une enquête en flagrance et qu'ils doivent dépêcher leur meilleure équipe sur place sans délai. Le sergent Dupont jaillit des portes, le visage cireux. Il avait tout vu sur l'écran. À vos ordres, mon capitaine, dit-il, en évitant de croiser le regard des 3 parias. Stéphane reporta alors toute son attention sur Martin, Bernard et Lefebvre. Son regard était si intense qu'il semblait avoir une masse physique. Agent, dit-il, le mot suintant le dégoût. Les mains contre le mur. Doigts croisés derrière la nuque. Exécution. Pendant un instant, Martin resta figé, son esprit en plein chaos, incapable d'assimiler ce renversement. J'ai dit, exécution. Tonna Stéphane. Les 3 hommes tressaillirent et obtempérèrent avec une précipitation paniquée. Capitaine, poursuivit Stéphane, sa voix redevenant un murmure froid et mortel. Procédez au désarmement de ces 3 individus. Armes de service, armes de secours, couteaux, tout. Je veux que tout soit mis sous scellé. Ensuite, vous procéderez personnellement à leur menottage. L'humiliation était d'une symétrie parfaite. Les hommes qui l'avaient plaqué contre ce mur se retrouvaient dans la même position.
Les hommes qui avaient usé de leur autorité comme d'une arme en étaient maintenant dépossédés. 1. Le capitaine Moreau, le visage fermé, dégaina son arme par mesure de sécurité et entama la procédure. Elle commença par Martin, ses gestes secs et pleins de colère. Elle lui retira son pistolet de l'étui avec une précision mécanique. Martin, jadis le coq du commissariat, se tenait là, tremblant, sans opposer la moindre résistance. La foule observait, médusée, leur téléphone continuant d'enregistrer ce retournement de situation inouï. Le transfert de pouvoir était total, un couronnement inversé plus spectaculaire que n'importe quelle fiction. Tandis que Moreau menottait Martin, Stéphane s'adressa de nouveau à eux. Agent Martin, matricule 714. Agent Bernard, matricule 882. Agent Lefebvre, matricule 921. Je vous place en état d'arrestation. Les chefs d'accusation sont violence volontaire en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique, faux en écriture publique, et violation des libertés individuelles. Vous avez le droit de garder le silence. Je vous conseille vivement de l'exercer. Il leur notifia leurs droits avec une précision glaçante et impersonnelle. Il était le prédateur, et ils étaient ses proies, piégés par leur propre stupidité. Au moment où les menottes se refermèrent sur les poignets de Bernard, puis de Lefebvre, la pleine mesure de leurs actes s'abattit sur eux. Ils n'étaient plus des policiers. Ils étaient des prévenus, arrêtés sur les marches de leur propre lieu de travail, devant leurs collègues et le monde entier, par l'homme qu'ils avaient voulu humilier. Le pan s'était révélé être un faucon, et il s'apprêtait à faire le ménage dans le nid. À midi, l'affaire était devenue un ouragan médiatique national. Les vidéos des téléphones, filmées sous tous les angles, étaient devenues virales, enflammant les réseaux sociaux avec les hashtags directeur Dubois et Justicéa Valençol. Les hélicoptères des chaînes d'infos en continu survolaient la zone, et une nuée de journalistes et de cars régie avait pris d'assaut le commissariat, transformant la petite place en un chaos médiatique. L'image du nouveau directeur de la police, digne et déterminé, la chemise ensanglantée et la mâchoire tuméfiée, annonçant l'arrestation de ses propres hommes, passait en boucle sur toutes les chaînes. C'était un scandale sans précédent. Mais pour Stéphane Dubois, c'était autre chose, une opportunité en or. Dans le commissariat, une brigade de l'IGPN, qu'il avait fait venir de Paris pour garantir une enquête impartiale, avait mis le bâtiment sous scellé. Les ordinateurs étaient saisis, les archives confisquées, et chaque policier de service ce matin-là était interrogé méthodiquement. L'atmosphère était chargée de peur et de suspicion. L'âge d'or du commissariat de Valençol touchait à sa fin, et personne ne savait qui échapperait à la purge. À 14 heures, Stéphane Dubois, vêtu d'un uniforme frais et impeccable, le visage orné d'un petit pansement et d'une échymose violacée bien visible, s'avança vers un pupitre installé devant l'hôtel de ville. Il n'avait fait aucune tentative pour masquer ses blessures. Il les arborait comme une décoration, le témoignage du combat qu'il menait. Entouré d'un maire à la mine sombre et du procureur de la République, il affronta les éclairs des flashs. Ce matin, dit-il, sa voix forte et assurée résonnant sur la place. Je n'ai pas été victime d'une agression. J'ai été le témoin d'un symptôme. Le symptôme d'une maladie que l'on a laissé métastaser dans les zones d'ombre de notre police nationale. Une maladie faite de préjugés, d'arrogance, et de la conviction que l'uniforme autorise la brutalité au lieu de symboliser le service. Il fit une pause, pour laisser ses paroles porter. Nulle trace de justification dans son ton, nulle tentative d'atténuer la gravité des faits. Il assumait l'incident, le transformait en arme. En acceptant ce poste, j'ai fait une promesse aux citoyens de cette région. La promesse de la transparence. La promesse de l'exemplarité. La promesse du changement. Ma première journée de service m'a, hélas, offert la parfaite occasion de prouver mon attachement à ces promesses. Ce que le public et les journalistes ne saisissaient pas pleinement, c'était le coup de maître stratégique derrière ces mots. Il transformait le pire départ imaginable en un acte fondateur de sa croisade. Il n'était pas le directeur qui s'était fait agresser le premier jour. Il était le directeur qui, dès son premier jour, avait initié un grand nettoyage en exposant la corruption même qu'il était chargé de combattre. Les 3 fonctionnaires impliqués dans les faits de ce matin ont été suspendus avec effet immédiat et sont actuellement en garde à vue, annonça-t-il. Leurs agissements sont une souillure pour l'uniforme, une insulte aux milliers de policiers honnêtes qui servent ce pays avec dévouement chaque jour. Mais que les choses soient claires, ceci n'est pas la fin de l'enquête. C'est le commencement.
Je diligente un audit complet et approfondi du commissariat de Valençol. Chaque plainte classée sans suite sera rouverte. Chaque rapport sur l'usage de la force sera réexpertisé. Le parcours de chaque agent sera examiné à la loupe. Nous allons extraire ce mal à la racine. Et nous rebâtirons un service de police dans lequel chaque citoyen pourra avoir confiance et pour lequel il aura du respect. Il parlait avec la conviction d'un homme qui avait regardé l'ennemi dans les yeux, qui avait senti sa violence sur son propre visage, et qui était désormais animé d'une détermination sans faille à l'anéantir. Cette conférence de presse n'était pas un simple communiqué. C'était une déclaration de guerre à la culture qui avait engendré Lucas Martin. Et tous les spectateurs comprirent que le directeur Stéphane Dubois était un homme qui gagnait toujours ses guerres. 6 mois plus tard, la région avait changé de visage. Le procès des ex-policiers Lucas Martin, Léo Bernard et Hugo Lefebvre avait été rapide et sans pitié. Confrontés à une avalanche de preuves vidéo et aux dépositions concordantes des témoins, leur défense s'était effondrée. Martin, arrogant jusqu'au bout, écopa de 10 ans de prison ferme. Bernard, qui avait collaboré avec la justice, obtint une peine réduite à 5 ans. Hugo Lefebvre, dont l'avocat avait plaidé l'emprise d'un supérieur toxique et qui avait exprimé de sincères remords, fut condamné à 3 ans de sursis et à une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique. Le signal envoyé était limpide. L'ère de l'impunité était révolue. L'audit du commissariat de Valençol, promis par le directeur Dubois, avait été aussi rigoureux et implacable que lui. Il s'était soldé par la révocation de 7 autres policiers, la mutation disciplinaire de 2 sergents, et la mise à la retraite d'office d'un lieutenant. Le capitaine Valéry Moreau, qui avait démontré son courage et son intégrité lors de cette journée funeste, fut promu commissaire, devenant le bras droit de Dubois dans sa mission de réforme. Le commissariat lui-même, jadis un lieu de crainte et d'arbitraire, était en pleine refondation, avec une nouvelle équipe de direction et une nouvelle doctrine axée sur la police de proximité. Dubois était devenu une figure nationale, un symbole d'intégrité et de lutte contre la corruption institutionnelle. Il avait imposé des changements structurels dans tout le département, formations obligatoires aux techniques de désescalade, refonte totale du système de traitement des plaintes citoyennes, et instauration d'un devoir d'intervention qui obligeait légalement et déontologiquement les policiers à empêcher les abus commis par leurs collègues. Pour la première fois depuis des lustres, un lien de confiance commençait à se retisser entre la population et la police. Le processus était lent, difficile, mais les germes d'un vrai changement avaient été semés. Le sergent Jean Dupont, qui s'apprêtait à prendre sa retraite avec cynisme, s'était découvert une nouvelle vocation. Dubois l'avait personnellement chargé de créer un programme de tutorat, où des vétérans attachés à l'éthique du métier parrainaient les jeunes recrues, afin que les valeurs enseignées à l'école de police ne soient pas anéanties par la culture de terrain. Dupont s'efforçait désormais de protéger les jeunes policiers comme Hugo Lefebvre de l'influence délétère des Lucas Martin, bâtissant une nouvelle culture, un jeune policier à la fois. Les changements n'étaient pas que procéduraux. Ils étaient aussi symboliques. Le récit des événements survenus sur ces marches était devenu une légende au sein de l'institution. Une fable édifiante racontée à chaque promotion de l'école de police. Un rappel brutal que l'uniforme n'est pas une armure, et que la véritable autorité se mérite par le respect, elle ne s'impose pas par la peur. La tache de sang sur la chemise de soie de Dubois était devenue un emblème, non pas de sa victimisation, mais de la renaissance de l'institution, le sacrifice qui avait permis de la purifier. Un soir, bien après que la tempête fut passée, le directeur Dubois se tenait à la fenêtre de son bureau, contemplant les lumières de la ville qu'il avait désormais la charge de protéger. L'ecchymose sur sa mâchoire avait disparu depuis longtemps, mais le souvenir de cette matinée restait vivace, non comme un traumatisme, mais comme un acte de naissance. C'était l'instant où sa mission, jusqu'alors abstraite, était devenue une croisade personnelle et incarnée. Il était venu dans cette région pour réformer un système malade. Et dès son premier jour, le système l'avait accueilli dans la rue en le frappant au visage. Il lui avait révélé sa nature la plus vile, la plus laide, et ce faisant, lui avait offert l'arme parfaite pour le démanteler. Son histoire prouvait que l'arme la plus redoutable contre l'arrogance est la dignité silencieuse, et que la réplique la plus efficace aux préjugés est l'excellence inaltérable. Il n'avait pas eu besoin de rendre les coups, ni de crier sa colère. Il avait vaincu ses adversaires en les laissant s'autodétruire par leur propre haine, en étant simplement ce qu'ils étaient incapables de concevoir, un homme d'un pouvoir, d'une discipline et d'une force de caractère immense. Il avait démontré que la véritable force ne réside pas dans la capacité à infliger la douleur, mais dans la capacité à l'endurer en conservant son intégrité,
puis a utilisé cette épreuve pour construire quelque chose de meilleur et de durable. Sa victoire ne se mesurait pas seulement en peine de prison ou en réformes administratives. Elle se mesurait à l'espoir discret qu'il avait fait renaître dans toute la région. La conviction que la justice, même si son chemin est long et semé d'embûches, finit toujours par atteindre sa destination. Selon vous, quelle est la forme de justice la plus constructive? La sanction ou la réhabilitation? Avez-vous déjà assisté à une scène où le calme olympien d'une personne a totalement déjoué un agresseur? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres histoires où l'intégrité triomphe de l'injustice.